Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Quelles possibilités ont les parents et au-delà tous les adultes que nous sommes d'encourager une image corporelle positive chez les enfants ? Je vous dis au-delà des parents parce qu'il me semble qu'en tant qu'adultes qui côtoyons des enfants et des adolescents, nous avons un rôle primordial à jouer. Que ce soit dans notre entourage personnel ou dans notre cadre professionnel. Et j'en profite pour faire signe à tous les professionnels de santé mentale ou physique qui accompagnent des enfants et des ados et qui pourraient être à l'écoute de cet épisode. Comment pourrions-nous du mieux possible ne pas nuire ? Alors qu'aujourd'hui, une immense majorité des adolescents et des adultes ont une image corporelle extrêmement détériorée, il me semble urgent de travailler toutes et tous ensemble à enrayer cette dévalorisation systématique du mieux possible, et ce, dès la petite enfance. Parce que prévenir va permettre de limiter les dégâts dans la construction d'une meilleure estime de soi. Et pour échanger sur ce sujet, j'ai la chance de recevoir Florence Gillet, qui est déjà venue à notre grande joie dans l'épisode 95 nous parler d'aménorrhée hypothalamique et de la méthode All-in. Bonjour Florence. Bonjour Anne, c'est un plaisir d'être là à nouveau. Oh mais oui, et merci à toi d'avoir répondu présente une nouvelle fois pour venir nous apporter ton expérience sur ce sujet ô combien sensible, je trouve, de la prévention d'une meilleure image corporelle chez les enfants. C'est vrai. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter à nouveau pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode 95, que je vous encourage à aller écouter, cela dit, mais est-ce que ça te va ? Bien sûr, donc moi je suis coach certifiée en psychologie de l'alimentation. Je me suis certifiée en 2018 auprès d'un organisme qui est basé en Amérique et qui donc parle plus spécifiquement des problèmes liés à l'alimentation et à la psychologie en fait, donc à l'état mental, émotionnel de la personne. De là, je me suis vraiment plutôt spécialisée dans l'image corporelle parce que je trouve que c'est quelque chose qui, dans ma guérison, manquait un petit peu. C'était une vraie expertise, en fait, sur comment est-ce qu'on change la façon dont on se voit, comment est-ce qu'on améliore le rapport qu'on a à notre apparence. Je trouve que, bien souvent, c'est une partie de la psychologie ou de la diététique qui est un petit peu oubliée. C'est vrai qu'on peut se focaliser vraiment sur la relation avec l'alimentation et c'est super, c'est très important. C'est important, bien sûr. Mais c'est quand même le gros sujet qui est collé, si je peux dire ça comme ça, aux difficultés autour de la relation avec l'alimentation. Absolument. En fait, moi, je suis devenue coach certifiée parce que je suis sortie de mes propres difficultés autour de tous ces sujets-là. Et pour moi, en tout cas, l'image corporelle, elle m'a amenée vers tout un tas de soucis autour de l'alimentation, du sport, du poids, etc. Mais c'était vraiment lié à une forme de haine de mon apparence, en fin de compte, de ne pas accepter mon apparence comme étant largement suffisante et impeccable comme elle était à la base et de vouloir sans arrêt changer. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ce sujet-là de l'image corporelle. Je suis basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, donc j'ai commencé ma pratique plutôt, je vais dire, en anglais. Mais comme à l'origine, je suis belge francophone, je me suis bien rendu compte que dans le monde francophone, c'était encore plus compliqué de parler de ces sujets-là ou encore moins répandu que dans le monde anglophone. Dans le monde francophone, je suis plus connue avec le livre et le compte Instagram Je n'ai plus mes règles, qui parle d'aménorrhée hypothalamique. C'était un choix parce que je pense que quand on se retrouve en aménorrhée hypothalamique, c'est un des moments où on va se dire « Ah, en fait, j'ai aussi un souci d'image corporelle ».
mais il faut un petit peu ce déclencheur pour pouvoir vraiment entamer ce travail. Mais j'ai une autre partie de ma pratique de coaching qui vise en fait la prévention, les parents, les enfants, je dirais les adolescents plutôt, parce que tout ce qui est maternel et primaire, je couvre plutôt vis-à-vis des parents. Et puis après ça, les ados, du collège au lycée. Après, j'ai aussi des clientes en coaching qui sont de très jeunes femmes qui veulent sortir déjà de cette mentalité de régime. Et ce qui est particulier dans ma pratique de coaching, c'est qu'elle est inclusive. Oui. Donc moi, je ne travaille pas sur base du poids. Oui. Je ne considère pas qu'il faille être un certain poids pour être en bonne santé automatiquement. Je n'utilise pas l'indice de masse corporelle. C'est volontaire. Je veux que ma pratique soit ouverte à tous les corps. Et j'applique les principes de la méthode Health at Every Size, qui est donc la santé à toute taille, qui vise justement à... Plutôt que de se concentrer sur le poids comme un élément de bonne santé, c'est vraiment se concentrer sur des bonnes pratiques autour de l'alimentation, du mouvement, du bien-être mental, de l'acceptation corporelle, pour pouvoir être dans une situation où on a une meilleure santé sans forcément devoir atteindre un poids X ou Y. C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu en quelques mots ce que je fais aujourd'hui et depuis 5 ans. Alors, cette activité de prévention autour de l'image corporelle, tu viens de nous expliquer que c'est venu de ton propre processus, finalement, et où tu t'es rendu compte que il y avait un petit peu pas grand-chose, en fait, pour travailler sur cette question. Et je te rejoins quand tu dis que dans le monde de la francophonie, c'est un petit peu compliqué de trouver des sources, des ressources, ou peut-être c'est moi qui cherche mal, je sais pas, mais tu vas nous dire, c'est d'ailleurs d'ici la fin de l'épisode si tu as des ressources à nous recommander. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est vraiment ton expérience personnelle d'aller vers ce thème-là de la prévention, en particulier auprès des parents? Ah oui, complètement. Parce que donc, j'ai eu plusieurs phases de guérison et puis de rechute dans les TCA. Oui. J'avais plus une forme d'orthorexie, je vais dire. Donc, j'ai jamais été diagnostiquée officiellement, mais c'est clair que j'en souffrais pas mal. Et lors de ma dernière rechute, en fait, j'avais déjà des enfants. Et ils étaient petits. Donc, je ne leur ai jamais imposé de manger à ma manière. Je n'ai jamais imposé à mon conjoint de manger de ma manière. J'étais persuadée que j'étais dans une petite bulle et que personne ne remarquait ce que j'étais en train de faire. Sauf que un beau jour, comme toujours, quand on fait régime, on tient. Et puis, à un moment où on se dit, oh là, j'en peux plus. On va littéralement, avant d'aller au cinéma, on décide de manger quelque chose avec mon mari et mes enfants. Et donc, mes enfants ont à l'époque 4 et 5 ans. J'ai un garçon et une fille. Et donc, on va au McDonald's qui est à côté du cinéma, par facilité, par côté pratique. Et d'habitude, c'est vrai que quand on allait dans des fast-food comme ça, soit je ne mangeais pas ça, c'est-à-dire que je choisissais autre chose quand on était dans un endroit où il y avait d'autres choix à proximité, soit je prenais la salade du fast-food, etc. Bref. Et donc ce jour-là, j'ai un peu le foutu pour foutu, comme tout le monde connaît quand il a fait régime. Et je commande un vrai repas de fast-food et on s'assoit. Et ma petite fille de 4 ans me dit « Mais maman, tu manges comme nous ?» Et ça, en fait, ça a été un énorme... en anglais, on dit les drapeaux rouges. C'était vraiment le drapeau qu'il y a quand même un problème parce qu'à 4 ans, elle a complètement saisi que je mangeais pas comme elle, que je m'imposais des choses complètement différentes du reste de la famille, que je mangeais pas forcément des choses que je jugeais être pas saines ou trop sucré, c'était vraiment, c'est de l'orthorexie, donc c'est cette obsession avec le manger sain, en fait, en continu. Et ça a été vraiment une sonnette d'alarme pour moi, de me rendre compte qu'elle avait déjà compris, alors que moi, je lui avais rien imposé, simplement par observer ce que je faisais, fin de compte. Et dans sa tête de petite fille, parce que on pense qu'à 4 ans, ils ne se rendent pas compte, mais complètement, ils se rendent compte. Et ça a amorcé ma propre guérison et le fait de me dire il faut vraiment que je me libère de cette emprise, de la minceur, de l'obsession, de l'apparence, de pas être comme ça, plus comme ci, etc. Mais aussi, pas seulement pour moi, mais parce que je veux passer d'autres valeurs à mes enfants. C'est ça.
Et donc, j'ai commencé à vraiment chercher des informations sur quelque part qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir des mangeurs qui soient plus ou moins intuitifs, parce que on est tous mangeurs intuitifs. Je suis sûre que tu as déjà eu ce genre de discussion sur ton podcast. Oui. Manger intuitivement, on est comme ça à la base. C'est pas un truc qu'on doit réfléchir. On a des sensations de faim et de satiété, on a des envies, on sait qu'elles correspondent à un certain nombre de besoins aussi que le corps a. Donc le corps est merveilleusement constitué. Et l'idée, c'est que qu'est-ce qui se passe à un certain moment, parce que on se détache de cette capacité à manger intuitivement. Et pour certains, ça commence très très tôt. Donc moi, je vois bien dans ma pratique de coaching avec l'aménorrhée hypothalamique, etc., que j'ai beaucoup de femmes qui ont commencé à faire régime vraiment très tôt. Mais oui. L'âge moyen du premier régime en France, c'est 8 ans. Et oui, donc, et c'est quand même flippant. On peut même avoir des récits de encore plus jeunes, de petites filles en majorité, mais sans doute aussi des petits garçons qui sont restreints dès 2-3 ans, en fait. Et des médecins qui recommandent de ne pas donner trop à manger à tel et tel enfant. Donc, je me suis posé beaucoup toutes ces questions, au départ pour moi-même et mes enfants. C'est très égoïste. C'est de là que c'est parti, de ta propre expérience. Exactement. Je me suis beaucoup inquiétée de ce qu'ils avaient vu et emmagasiné de mes propres difficultés. Et puis après, comme j'ai les deux langues, l'anglais et le français, j'ai la chance en fait d'avoir pu puiser dans une source de connaissances qui était beaucoup plus large dans le monde anglo-saxon. En fait, on a parlé de ces sujets-là déjà depuis beaucoup plus longtemps, et avec une façon de faire les choses qui est différente à l'éducation que moi j'avais reçue. Et la culture ambiante française ou belge qui était quand même intrinsèquement grossophobe. Et oui, et qu'il est toujours, je pense. Qu'il est toujours. Donc je dis pas que c'est pas le cas dans le monde anglo-saxon, que les anglo-saxons seraient pas grossophobes, je dis pas que c'est le cas, mais je dirais qu'il y avait quand même des petites bulles d'inclusivité où on pouvait avoir des discussions sur, en fait, les parents, par exemple, sont pas responsables du poids de leur enfant en soi. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir un poids lambda, et pourquoi est-ce qu'en fait on va juger les parents sur base du poids de leur enfant, ça aussi, toutes ces questions-là. Donc c'était autodidacte, en fait. Je me suis beaucoup informée auprès de spécialistes, psychologue, diététicien. Pendant un certain temps, l'association américaine de pédiatrie qui sortait toujours des rapports. Alors malheureusement, le dernier est catastrophique parce qu'elle encourage au régime, même les plus jeunes. Mais pendant tout un temps, justement, disait surtout pas de régime. On se rend compte que c'est vraiment délétère. Et voilà, j'ai simplement créé une base de connaissances qui m'a permis ensuite de la partager aussi. Et en parallèle de devenir coach, en fait, j'ai toujours été bénévole dans une association ici de prévention des TCA. Et donc, j'ai vu mes collègues psychologues faire de la prévention. J'ai pu pouvoir apprendre comme ça comment faire. Et peu à peu, en fait, il y a des écoles qui étaient intéressées d'avoir ce genre d'intervention aussi. Donc, j'ai donné maintenant plein d'interventions dans des écoles ici localement à Dubaï, qui sont beaucoup des écoles privées. Donc, quelque part, c'est un autre système encore qu'en Belgique ou en France. Mais ça m'a permis de développer de plus en plus de connaissances sur ces sujets-là. Alors, la première question qui me vient là, c'est à quel moment ça commence finalement, cette prévention-là, tu vois ? Les parents, je ne sais pas à partir de quel âge il faudrait qu'ils fassent attention. Est-ce que c'est dès la naissance ? Est-ce que c'est cette période de l'adolescence qui est particulièrement sensible au niveau de l'image corporelle ? Par où commencer en fait ? Idéalement, dès la naissance, parce que, quelle chance pour un enfant qui, dès qu'il naît, peut honorer ses sensations et on l'écoute et on le force pas. Enfin, je sais pas pour toi, Anne, mais moi, j'ai grandi avec on finit notre assiette, quoi. Que j'avais faim ou pas, mes parents s'en foutaient complètement. Donc, culturellement, c'est vrai que c'est une énorme différence déjà de s'entendre dire tu peux faire confiance aux signaux de ton corps. C'est-à-dire que papa et maman reconnaissent que quelque part... Donc ça, c'est l'idéal. Mais j'ai envie de dire aux parents, et c'est souvent l'introduction que je donne quand je fais de la prévention avec les parents, c'est d'avoir quand même beaucoup de bienveillance envers eux-mêmes
et qu'en fait, il est jamais trop tard pour changer les choses non plus. Oui. Donc, je pense à des parents qui sont confrontés à un TCA avec leurs enfants adolescents, potentiellement, qui ont déjà 15 ou 16 ans. Ben, ce serait pas trop tard que de changer les choses, même s'ils se disent « Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être pu faire les choses autrement. » En fait, ça sert à rien de se vilipender à ce stade. Et évidemment, un TCA, c'est toujours multifactoriel. Quand on fait de la prévention, on dit aussi aux parents, c'est pas la faute des parents s'il y a un TCA qui se développe. C'est-à-dire que moi, je suis pas à l'abri que mes enfants aient un TCA un jour. Parce que déjà, ils partagent mon patrimoine génétique. Donc, il y a évidemment un facteur de risque, en tout cas une pièce du puzzle. Complètement, une base biologique. On sait que ça a un effet aussi. Mais après, ils sont aussi dans le monde, quoi. Donc, ils ont leur propre sensibilité, leurs propres croyances, etc. Donc, en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut, toujours. Et je reproche pas du tout à mes parents de m'avoir forcé à finir mon assiette, parce que c'était tout à fait normal et accepté à l'époque. Oui. Mais je dirais que si on peut commencer dès la naissance, c'est idéal. À faire confiance déjà, si on allaite, aux sensations du bébé. Allaiter à la demande, c'est évidemment l'idéal, mais c'est pas toujours possible pour un certain nombre de raisons. Et puis peu à peu, à mesure que l'enfant grandit, passe à de la nourriture solide, c'est en fait d'offrir un maximum de variété et de types de nourriture, mais jamais forcer ou interdire, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'au plus on force ou on interdit un enfant, au plus la relation avec l'alimentation devient problématique. Et oui. Et donc c'est contre-intuitif peut-être pour certains, mais en fait, on va pas pouvoir vraiment contrôler en forçant ou en interdisant. Tu vois, oui. Tu sais, ça me fait penser aux familles où on a des aliments qui rentrent jamais à la maison. Alors, ça peut être un choix, bien évidemment, de ne pas acheter typiquement les bonbons, tu sais. Et ces enfants qu'on va observer dans les goûters d'anniversaire, se précipiter vers le buffet des bonbons, des gâteaux, et avoir du mal à s'arrêter. Pas tant parce qu'il n'y en a pas à la maison, mais parce qu'il y a eu un discours de diabolisation autour de ces aliments. Absolument. Il y a une nuance importante là. Complètement. Et ça, donc il y a des recherches qui ont été faites sur ce sujet dans le monde anglo-saxon. Et en fait, c'est fascinant. On sait aujourd'hui que les discussions autour du poids, du niveau de masse graisseuse, du fait de toutes les distinctions de est-ce qu'on est gros, est-ce qu'on n'est pas gros, etc., même si on parle pas de poids, elles créent une forme de préoccupation dans la tête du parent qui, si elle prend beaucoup de place dans la tête du parent, l'enfant automatiquement se dit « si mon parent se préoccupe beaucoup du sujet du poids, d'être gros ou pas gros, c'est que moi aussi je devrais investir du temps et de l'énergie dans ce sujet. » Eh oui. Et donc, même sans forcément avoir dit à l'enfant « il faut que tu perdes du poids » ou « il faut que tu fasses attention », c'est pas forcément le cas. Moi, on m'a pas forcément dit ça. En plus, j'étais un enfant de taille relativement mince, en fait, donc j'ai jamais été stigmatisée là-dessus. Mais j'avais quand même emmagasiné l'idée et la croyance, créé cette croyance que il fallait se préoccuper de ces questions-là. De est-ce qu'on est mince, est-ce qu'on reste mince, est-ce qu'on a une apparence qui est selon le standard de beauté, et je le mets entre guillemets parce que le standard est volontairement inatteignable. Donc tu as raison, cette préoccupation dans la tête de l'adulte, même si l'adulte ne veut pas forcément le dire verbalement à l'enfant de cette manière-là, l'enfant le comprend comme étant « moi aussi je dois me préoccuper de ces questions ». Oui, donc peut-être un des premiers conseils que nous pourrions donner aux parents et aux éducateurs, c'est déjà de se questionner sur leur propre relation à leur corps, leur alimentation, à la restriction, à la conformité. Et même s'il n'y a pas des discours vis-à-vis de l'enfant, c'est bien ça que tu dis, de stigmatisation vis-à-vis de l'enfant, si moi, en tant que parent, je suis en train de me dire « oh là là, j'ai encore trop mangé, mince, j'ai encore pris 2 kilos, va falloir que j'aille courir une demi-heure demain ». Enfin, c'est tout à fait ce discours-là, qui est tellement banal, en fait. Déjà là, ça vient planter des graines, finalement. Ça se transmet hyper facilement, en fait. Donc, c'est ce qu'ils appellent en anglais fat talk, weight talk. Donc tout ce qui est discussion autour du poids, est-ce qu'on est gros, est-ce qu'on a pris du poids, perdu du poids, comment on se sent dans son corps, donc oui, là j'ai trop mangé donc je vais pas manger ce soir, enfin ce genre de phénomène
qui est dans notre culture complètement acceptée. C'est pas du tout bizarre. Oui, et encore une fois, rappelons que l'idée, c'est pas de dire « Oh là là, vous avez fait mal jusque-là, ça va pas du tout. » Ben non, on est tous et toutes là-dedans, en fait. On baigne dans cette culture-là, donc ça, on va pas pouvoir vraiment changer ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est en effet, donc première étape, c'est toujours pour le parent, en fait, d'assumer que si lui-même ou elle-même est pas en accord avec son apparence, son poids, fluctue dans l'alimentation, s'interdit des choses, puis perd les pédales, puis fait des crises ou des écarts, ou a cette mentalité de tout ou rien, c'est le moment de se poser des questions, et de se dire, en fait, est-ce que peut-être je suis à une étape de ma vie où il va falloir que je m'accepte vraiment, et que j'accepte que mon corps soit peut-être pas là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire que le corps dans lequel je suis aujourd'hui n'est peut-être pas en réalité celui qui est le mien, parce que je fais beaucoup d'efforts pour maintenir en fait cette minceur ou cet aspect, pour le bénéfice quelque part d'avoir aussi mon enfant qui partage ma génétique aussi, qui va voir que je m'accepte au lieu de me dire des choses horribles aussi. Parce que cet enfant-là va avoir un corps probablement similaire au mien. Donc ça aussi, qu'est-ce que ça fait quand on est dans un corps comme celui du parent, mais le parent a énormément modifié ce corps, ou est sans arrêt en train de se dire « ça c'est moche, ça j'aime pas, ça je voudrais changer ». C'est que nous, en fait, on va recevoir en héritage aussi le réflexe de dire ce corps-là n'est pas le bon. C'est ça. Et on sait toutes les deux que c'est plus facile de changer son état d'esprit que de changer son corps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. À ce qu'on pense, bien sûr, oui. Mais on est dans une forme de pensée magique autour des régimes et du corps et du contrôle qu'on peut avoir sur le corps. On sait bien que la plupart des gens qui vont se restreindre pour atteindre un corps particulier, ça fonctionne à court terme. Ça fonctionne, oui. Mais à long terme, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Et les gens qui parlent aujourd'hui d'anti-grossophobie, qui sont activistes, qui disent voilà, laissez-nous vivre tranquillement notre vie dans notre corps, ce sont des gens bien souvent qu'on a mis au régime très très jeunes. Et donc en fait, on peut aussi se poser la question, est-ce que le problème, j'aime pas le mot obésité, mais le problème du fait qu'on a de plus en plus de gens qui sont considérés dans des corps gros, et encore une fois, je demanderais sur quelle base, parce que j'utilise pas l'IMC, que je trouve aussi pas forcément fiable, parce qu'en fait, ça représente pas les habitudes de santé, la masse musculaire, le sexe, etc. Bref. Mais la question, c'est un petit peu... ces gens-là, ils sont arrivés là parce qu'ils ont fait des régimes à répétition, en fin de compte. Et donc, les petits-enfants qui sont un peu plus corpulents lors de l'enfance, si on les avait laissés tranquilles quelque part et... on n'avait pas créé cette espèce de diabolisation dont tu parlais juste avant, est-ce qu'ils seraient arrivés aujourd'hui à un poids beaucoup plus élevé que la moyenne ? On peut se poser la question. Donc c'est compliqué parce que quand je viens en prévention dans les écoles, c'est un choc pour beaucoup de parents d'entendre cette information. Mais oui. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui sont dans des corps, entre guillemets, pas forcément dans la norme, qui me disent « mais merci d'être là ». Parfois, je suis invitée dans des écoles parce qu'il y a des petits-enfants qui se font harceler, parce que ce sont des enfants où la génétique de la famille est naturellement plus corpulente, en fait. Et donc, j'ai des mamans comme ça qui se plaignent à l'école et qui disent « il faut qu'on éduque les parents et les enfants pour pas que, en fait, on continue à avoir des moqueries et des commentaires. » Et enfin, il y a un truc qui était déchirant comme ça dans une école où je suis allée l'année passée, où... c'était des petits-enfants en primaire qui avaient dit à une petite fille de la classe « ta maman, elle est tellement grosse, elle va mourir bientôt. » Oh, mon Dieu. Et donc, la maman, donc, qui avait eu un parcours compliqué déjà avec son poids depuis enfant, qui faisait beaucoup d'efforts pour accepter son poids, pour permettre à ses enfants d'accepter qu'eux aussi, probablement, seraient dans un poids plus élevé, et c'est OK. Elle avait alerté l'école en disant l'école doit faire quelque chose parce que ma petite fille est rentrée genre en disant maman tu vas mourir. Quelle donc angoisse. C'est terrible. Ouais, c'est impressionnant et je pense que c'est important d'avoir ce discours pas seulement sur la confiance en soi mais aussi sur
la grossophobie. Enfin, faut pas se voiler la face, quoi. Oui. Donc, première chose, je pense, pour les parents, c'est potentiellement de travailler sur cette grossophobie qu'on a un petit peu intériorisée quelque part. Mais oui. Alors évidemment, quand on n'est pas dans un corps gros, même si on l'intériorise, on ne fait pas face à ça avec la même violence. Hein. Donc ça, faut en être quand même conscient. Mais je pense qu'on a tous un petit peu intériorisé ces croyances. Mais oui, parce que même sans la subir, on peut la transmettre, en fait, cette peur de la grosseur, puisque c'est surtout ce qu'il ne faut pas vivre, en fait, d'être gros, et ce qui se comprend dans la société dans laquelle on vit, que du coup, va y avoir une peur transmise à l'enfant, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment ce premier travail, mais qui est... Est-ce que c'est pas le travail de toute une vie, finalement ? Complètement. De travailler sur cette... Et il faut se faire aider, parce que c'est pas facile à faire tout seul dans son coin. Enfin, je veux dire, on peut pas changer nos croyances tout seul, je pense. Il faut quand même avoir un soutien quelque part. Donc, on sait pas toujours vers qui se tourner. Parfois, on se tourne vers des psychologues, mais eux-mêmes sont empêtrés dans leurs propres croyances un peu néfastes. Donc, et aujourd'hui, on sait que les enfants, dès l'âge de 3 ans, ont compris que d'être dans un corps gros, c'est pas bien. Ah oui. Ah. Oui, ça commence si tôt. Oui, donc en fait, c'est pour ça, j'ai envie de dire, n'attendez pas, définitivement pas l'adolescence, parce que ça commence bien avant ça. Il suffit de voir les personnages de Disney. Alors Disney, les dernières années, a passé pas mal de temps à réfléchir à tout ça et à introduire des personnages qui n'étaient pas forcément la princesse à la taille hyper fine et toujours la plus belle et ce genre de choses. Pas forcément que des méchants qui étaient gros et vilains. Mais bon, il y a beaucoup d'années derrière. Il y a du passif, là. Et évidemment, on peut nous faire notre maximum pour protéger nos enfants dans le cocon familial. Mais la réalité, c'est qu'ils vont vivre dans le monde. Donc, en fait, ils vont être confrontés à la grossophobie, aux moqueries, potentiellement à cette culture qui veut que l'apparence soit la chose la plus importante par rapport à soi, surtout quand on est jeune, surtout quand on est une femme ou une jeune fille. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment créer un petit havre de paix au moins de tout ça. À la maison. Ou à la maison, on peut dire, en fait, nos corps, ils sont exactement comme ils devraient être et on s'accepte. Et donc, je pense que c'est peut-être pas simple au début, mais au moins, par exemple, de ne pas se dénigrer devant ses enfants, d'arrêter de s'imposer des routines folles simplement pour atteindre un physique qui n'est pas naturellement le nôtre. Et que nos enfants nous voient en photo, évoluer sur la plage, potentiellement changer, vieillir, grossir. Enfin, ça fait partie, grossir, maigrir. Enfin, ça fait partie de la vie. Et sans forcément qu'il y ait une valeur morale qui soit attachée à ça. Donc oui, ça c'est première étape. Et évidemment, découle de ça toute la question de comment on parle de l'alimentation à nos enfants. Oui, parce que finalement, pour moi, il y a 2 sujets dans le sujet. Je m'explique. Il y a le côté relation avec l'alimentation, stigmatisation des aliments ou pas. Enfin, on va l'aborder. On a un peu abordé déjà, mais on va l'aborder. Et puis, l'image corporelle. Parce que même, et tu le disais dès le départ, si tout est très lié, pourquoi je modifie mon alimentation, ça peut être justement pour changer mon image corporelle, mais j'ai l'impression que les 2 sont liés et qu'en même temps, c'est peut-être des leviers différents, ou des interventions différentes. Écoute, moi en tout cas, en prévention, je parle des 2. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est difficile de dissocier complètement les 2. Et l'image corporelle, ce qu'il faut bien comprendre, les dernières recherches qui ont été faites à ce sujet, alors ça, c'est une étude de Dove qui est sortie pendant la pandémie, mais qui a été faite avant la pandémie. Donc, on peut s'imaginer que c'est encore pire aujourd'hui, parce qu'on sait que la pandémie a eu un effet dramatique sur les TCA auprès des jeunes particulièrement, qui étaient sans arrêt sur des écrans, qui étaient isolés des autres, retirés de leurs habitudes, pouvaient pas bouger de la même manière, étaient constamment la tête dans le frigo potentiellement. Enfin bref, ça a posé pas mal de soucis, évidemment de santé mentale qui étaient évidents. Donc eux, ils ont évalué le coût de l'insatisfaction corporelle. Et ça se mesure donc on parle que des États-Unis. Ils ont fait une étude que sur les États-Unis pendant 2019 avec des personnes de 10 ans et plus. Et ils ont parlé pas seulement de la perte de bien-être
liées à l'image corporelle que aussi des discriminations qui peuvent être dues à l'apparence. Donc les gens qui se retrouvent dans des situations justement de harcèlement et des choses comme ça. Les deux combinés, on était dans les 500 milliards de dollars par an. C'est énorme. En fait, il disait dans le rapport, aujourd'hui, l'insatisfaction corporelle, elle est plus dommageable aux jeunes filles que le tabac, l'alcool, l'utilisation des drogues. Parce qu'elle engendre tout un tas de soucis, de TCA, d'anxiété, de dépression, d'isolement. Les jeunes filles qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, elles lèvent pas la main en classe. Elles ne disent pas non à des relations sexuelles qui seraient par exemple pas complètement consenties. Enfin, ça cause énormément de soucis, outre aussi la chirurgie esthétique qui découle de tout ça. Aujourd'hui, les chiffres de la chirurgie esthétique, elles montrent qu'il y a plus de jeunes que de personnes âgées qui utilisent la chirurgie esthétique. Et c'est un passage qu'on n'avait jamais vu avant. Ça a toujours été la chirurgie esthétique plutôt pour des personnes au-delà de 40 ans ou de 50 ans. Maintenant, il y a plus de jeunes qui font de la chirurgie esthétique que de personnes au-delà de 40 ans. Je vais pas dire âgée parce que je suis dans ce groupe. Florence. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ça va au-delà de la lutte contre le vieillissement, en fait, la chirurgie esthétique aujourd'hui. C'est la transformation du corps dès le plus jeune âge, en fait. Et c'est ces standards qu'on voit en ligne qui sont inatteignables. C'est le filtre qui nous puis qui change aussi. tout le temps, en plus. Exactement. Donc tu as raison, l'insatisfaction corporelle et les questions d'alimentation et de poids, pour moi, pourquoi pas faire de la prévention sur les deux, en fin de compte. Et voilà quoi. L'alimentation, ce qui va être surtout important, et moi j'utilise là, encore une fois, moi j'ai rien inventé, donc je relais de l'information plus qu'autre chose. C'est l'information qui a été développée par une diététicienne qui est aussi psychologue pour enfants, qui s'appelle Eileen Satter. Donc son travail, à ma connaissance, n'est pas traduit en français, mais elle a travaillé depuis les années 80-90, donc aujourd'hui elle est plus âgée, elle a fait toute sa carrière sur ces sujets-là, elle a écrit plein de livres sur ces sujets, et elle a développé en fait une sorte de méthode pour essayer de maintenir les enfants dans une relation intuitive à la nourriture, tout en donnant une structure aux parents en fait, parce que la réalité c'est que on peut vouloir avoir des mangeurs intuitifs, mais en fait, on est aussi obligé d'avoir une certaine forme de structure, surtout, je pense aux plus petits, qui, parfois, ça peut partir un peu dans tous les sens à l'âge où on a des petites phobies alimentaires, on n'ose plus trop manger certains trucs, on connaît tous des enfants qui vivaient sur les collations plutôt que sur les repas, des choses comme ça. Donc elle a créé un système qu'elle appelle la division de responsabilité. Et elle dit, nourrir ses enfants, c'est une responsabilité qui est partagée entre le parent et l'enfant. Donc le rôle du parent, c'est de décider qu'est-ce que l'enfant va manger, quand et où. C'est-à-dire qu'elle recommande quand même d'avoir une structure typiquement de genre 3 repas, 2 collations, tu vois, avec des timings, et de dire entre les collations et les repas, en fait, on mange pas. On n'est pas sans arrêt en train de grignoter non plus. Et une fois que le parent a décidé quoi, quand, où, sa responsabilité s'arrête. Ça veut dire que la responsabilité de l'enfant, elle est dans est-ce que l'enfant mange et combien l'enfant va manger. Ça, moi, ça m'a énormément aidé, cette façon de voir les choses, parce que je trouve que ça met en place un cadre dans lequel, quand on a des petits-enfants, et en fait, ils ont la capacité de comprendre qu'on va à table à certains moments, et puis qu'il y a des moments où on fait plutôt d'autres choses, on n'est pas sans arrêt en train de sortir de la nourriture de notre poche, etc. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que cette structure permet aussi à l'enfant de construire un peu une envie de manger, un appétit pour les enfants qui, par exemple, ont un peu plus de difficultés avec le fait de manger. Donc, plutôt que manger sans arrêt, en fait, on mange à heure fixe quelque part. Donc, ça veut dire que si l'enfant a pas forcément mangé sa collation, il sait que 2 heures plus tard, il y aura un repas qui va arriver, donc c'est OK. Et du coup, et par contre, une fois que la nourriture est présentée à l'enfant, la responsabilité du parent s'arrête là, c'est ça. Et on n'est pas dans cette logique de dire prends quand même un peu de légumes, mais tu vas pas te resservir de pâtes, c'est trop, et en fait ça c'est l'autre pendant pour moi de la partie alimentaire quand on élève des enfants, c'est de ne pas diaboliser certains aliments pour mettre en avant d'autres aliments.
Typiquement, finis tes légumes avant de manger ton dessert, par exemple, au hasard. Ça c'est sain, ça c'est pas sain. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau des enfants en âge d'être à l'école primaire et maternelle n'est pas capable de comprendre que potentiellement cet aliment qui n'est pas bon selon papa et maman, qu'on dit est un mauvais aliment ou que je ne devrais pas manger, j'ai quand même envie de le manger. Et si j'ai quand même envie de manger le Nutella que papa et maman disent est pas bon pour moi, c'est que je suis une mauvaise personne. Et ça, c'est évidemment pas ce qu'on veut faire, mais le cerveau enfantin, en fait, n'est pas assez développé pour faire la distinction entre j'ai envie de manger un aliment qui est diabolisé comme étant mauvais pour moi, mais c'est OK, quelque part. Oui. Donc, il faut faire super gaffe. Moi, j'ai tendance à pas utiliser le bon ou mauvais, la dichotomie sain, pas sain. En plus, quand on y réfléchit, il n'y a pas d'aliment pas sain en soi. C'est la dose qui fait l'aliment sain ou pas sain. Moi, je me suis nourrie exclusivement d'aliments sains pendant plusieurs années. J'étais dans une orthorexie terrible et ma santé en a pâti énormément. Oui. Donc, je pense que plutôt utiliser des mots qui sont moins stigmatisants, des mots qui parlent plus de potentiellement, ça c'est des aliments qu'on mange peut-être plus régulièrement parce qu'ils nous apportent toutes sortes de nutriments, etc. Et ces aliments-là, c'est plutôt des aliments peut-être plus pour le plaisir, mais évidemment, ne pas retirer les aliments plaisir non plus. Parce qu'on a besoin de ces aliments plaisir. Et comme tu dis, les petits-enfants qui sont privés des aliments plaisir à la maison, on les voit dans les fêtes, ils se ruent sur le buffet et ils décollent pas du buffet. Et en fait, on engendre cette mentalité de « je mange pas ça à la maison, donc je vais me taper une folie de choses quand je suis en dehors de la maison ». Et l'objectif final de nourrir nos enfants, c'est quand même de leur donner les clés pour être indépendants et faire des choix qui soient relativement équilibrés quand ils seront seuls dans le monde. Mais oui. Et ça commence très tôt. Quand on est adolescent, on est déjà en train de faire des choix de repas, d'aliments, etc. quand on n'est pas avec papa et maman. Et oui. Moi, je trouve que ça m'avait aussi enlevé un certain poids, personnellement. Après, quand on parle d'activité physique, évidemment, on veut encourager nos enfants à avoir de l'activité physique parce qu'on sait que ça a un impact important sur la santé tout au long de la vie. Mais je pense que y a des enfants qui sont pas forcément branchés activité physique, quoi. Et j'ai envie de plutôt dire aux parents, tout mouvement est bon à prendre. Et si vous avez un enfant qui est plutôt casanier, qui aime lire des bouquins ou jouer au Lego, vous prenez pas trop la tête sur dire tu dois aller faire du foot et de la danse classique si c'est pas un truc qui botte votre enfant. Et plutôt imaginer des activités en famille. Est-ce qu'on irait à la patinoire tous ensemble ou est-ce qu'on va à la piscine? Et même si c'est que du jeu, en fait, ça suffit. Il faut associer l'activité physique plutôt à une forme de plaisir pour qu'elle se maintienne au courant de la vie. Et ça, c'est un des principes de la santé à toute taille aussi. C'est que si on voit le sport comme un moyen de brûler de l'énergie et des calories, en fait, c'est pas durable et c'est évidemment pas un plaisir. Non, c'est pas très motivant. Et j'aime cette précision que tu fais de parler de mouvement, en fait, de mise en mouvement du corps qui peut passer par... alors nous, ici, par exemple, on est entouré de bois, d'aller faire une balade en forêt. Absolument. Ou d'aller, promener le chien, ou d'aller... Et que c'est déjà... ça, ou tu vois, les familles où on aime bien danser tous ensemble dans le salon, de mettre le corps en mouvement en fait, et que même si l'enfant n'a pas envie d'une activité organisée, sportive organisée, transmettre ce plaisir du mouvement finalement et du corps en mouvement. C'est exactement ça. Ça peut être aller faire de la trottinette, ça peut être aller faire du roller, sauter sur un trampoline. Je sais pas si t'as sauté sur un trampoline récemment. Non. C'est hyper intense. C'est-à-dire que on se dit il joue sur le trampoline. Moi, quand je vais sauter sur un trampoline 20 minutes, je suis au bout de ma vie en sueur. Donc je pense que un peu se détacher de cette idée du sport pour encore une fois, mais c'est dans la mentalité du parent aussi à reconsidérer. Du sport pour atteindre un corps, pour pas prendre du poids, pour brûler des calories, et plutôt le voir comme en fait une opportunité de faire une activité en famille, de faire des choses
Et évidemment, le modèle des enfants. En fait, les enfants, ils apprennent par imitation de l'exemple plutôt que par ce qu'on va leur dire de faire. Complètement. Donc, si nous, on est à la salle de sport 8 fois par semaine en train de lever de la fonte pour atteindre un physique particulier, mais qu'on dit à nos enfants ah oui, bah écoute, t'as qu'à faire ce qui te plaît, ça va être une dichotomie, quoi. Ça fonctionne pas. L'enfant va se dire aussi, bah moi aussi, il faut que j'aille atteindre ce corps lambda qui est... mis en avant et célébré dans ma famille. Un autre point, c'est évidemment l'utilisation des mots dans la famille. On a déjà touché un peu à ça, de pas parler de poids, de commenter l'apparence. On essaye de pas commenter l'apparence de nos enfants, même si qu'est-ce que c'est encourageant de voir une petite fille en princesse et de dire « mais t'es tellement mignonne !» Mais c'est pas forcément positif, donc... plutôt d'aller vers des caractéristiques intérieures en disant oh tu as mis ton costume, comment dans tu la te description sens, peut-être plus. Et je vois que tu as aussi créé une baguette magique, tu es créative. Ce genre de choses, plutôt que de commenter le physique, c'est de commenter en fait les capacités intérieures de l'enfant un maximum. Oui, et ce qui est important dans ce que tu dis là, c'est que c'est pas forcément dans le sens négatif. Enfin, ça peut être aussi délétère en commentant dans un sens positif et valorisant, tu vois. Oh, comme tu es jolie, comme tu es gracieuse, comme tu es belle. Enfin, je dis tout au féminin, mais parce que, voilà, c'est peut-être plus souvent qu'on va dire aux petites filles ça qu'aux petits garçons. C'est vrai, tiens, ça d'ailleurs. On va moins dire aux petits garçons « Oh, mais comme tu es beau, comme tu es gracieux, comme tu es mince. » On va dire comme tu es fort, comme tu fais bien le sport ou des choses comme ça. Mais tu as raison, en fait, ça entraîne dans l'esprit de l'enfant qui, encore une fois, il est juste pas à maturité comme nous, l'idée que « Ah, mais si je ne suis plus gracieuse et jolie et fort pour un garçon, je n'existe plus aux yeux de mes parents alors. » Ben oui. Et donc, les parents, même sans vouloir passer ce message, finissent par renforcer cette préoccupation de l'apparence et du physique, qui ensuite a la même résonance dans le monde extérieur, puisqu'on est sans arrêt en train de nous dire qu'on doit avoir un physique particulier pour avoir de la valeur, surtout les filles. Mais les garçons, attention, en prévention de troubles du comportement alimentaire, ils sont pas du tout délaissés de ce côté-là, parce que le nombre de jeunes garçons qui filent à la salle de sport pour avoir de la masse musculaire, etc., et qui se font énormément de tort trop jeunes, parce qu'en fait, on n'est pas censé lever de la fonte avant d'avoir un corps qui est beaucoup plus développé. Et je rappelle que les garçons, ils se développent jusque la vingtaine. Donc, les filles, évidemment, à 16 ans, en gros, elles ont plus ou moins le corps qu'elles vont avoir pour toujours, la taille, etc. Bon, elles sont formées, elles ont des cycles menstruels, etc. Mais les garçons, ils grandissent bien au-delà. Donc, aller à la salle de sport pour lever de la fonte, c'est pas idéal pour la croissance des os, des muscles, etc. Donc, je sais qu'on a tendance à parler beaucoup des filles, et évidemment, les filles sont plus à risque, sont plus victimes d'insatisfaction corporelle, etc. Mais les garçons sont pas en reste. Il suffit de voir le physique des idoles en ligne. C'est des physiques qui sont aussi très très difficiles à atteindre quand on a une vie normale, je veux dire, et qu'on passe pas sa vie à simplement compter les calories et faire du sport. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, pas de blagues sur les gros. Oui, ça semble évident, mais en même temps, c'est tellement courant aussi. On vit dans cette culture qui aime faire des blagues sur ça. Et j'ai envie aussi pour mentionner un livre qui est super sur la grossophobie et la lutte contre la grossophobie, c'est « Gros n'est pas un gros mot » de Daria Marx, et je me souviens plus de sa co-autrice, mais c'est Gras Politique en fait, le collectif Gras Politique. Gros n'est pas un gros mot, donc on peut utiliser le mot gros pour parler de soi. Alors évidemment, pour
commenter le corps des autres, idéalement pas, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation l'autre personne se trouve. Mais j'aimerais bien qu'on déstigmatise le terme gros, parce que moi je suis grande, par exemple. C'est pas stigmatisant de dire que je suis grande. Non. C'est pas stigmatisant de dire que j'ai les cheveux foncés. C'est pas stigmatisant de dire que j'ai la peau mate. Pourquoi ce serait stigmatisant de dire qu'on est gros quand on l'est? Mais oui. Ça me fait penser, tu sais, on parle de livres, là, je fais une petite parenthèse, mais à l'album de Baptiste Beaulieu, Les gens sont beaux aussi, qui est un album pour enfants, qui est extrêmement superbe, touchant, je trouve, et qui devrait être dans toutes les mains, des adultes comme des enfants. Moi, je l'ai là dans la salle d'attente, et les adultes le regardent aussi. Et voilà, quand il y a des initiatives comme ça, je trouve que c'est vraiment important de souligner. Et là, en particulier, c'est notre sujet aujourd'hui, à destination des plus jeunes. Oui, et puis on peut utiliser aussi des livres sur des exemples de femmes et d'hommes qui ont fait des choses incroyables dans le monde et qui ne sont pas dans un physique particulier. C'est-à-dire que je trouve que les idoles d'aujourd'hui sont quand même largement basées sur l'apparence, le gain d'argent. Il y a aussi cette notion, quand on pense aux youtubeurs ou aux influenceurs en ligne, c'est beaucoup des gens qui ont un physique quand même spécifique et qui gagnent beaucoup d'argent. On met en avant des choses qui ne sont pas forcément ce qui nous rend vraiment heureux, en fait, ni confiants en nous. Et donc, je pense au livre « Histoire du soir pour filles rebelles ». C'est intéressant. Je ne sais pas si tu le connais. Pas du tout. En fait, tous les livres qui mettent en avant des personnages réels, c'est que des femmes et des filles qui ont fait des choses impressionnantes dans le monde. Je pense à Malala Yousafzai, je pense à... il y a toutes sortes d'exemples dedans. Il y a Madonna dedans. Il y a Mata Hari. Tout un tas de personnalités, que ce soit dans le monde du sport, de la culture. Il y a évidemment Marie Curie. Mais d'avoir des modèles qui ont fait des choses importantes dans le monde et qui ne se sont pas laissés définir par leur apparence. Parce que je pense que autant pour les filles que pour les garçons, mais définitivement pour les filles, on les définit beaucoup trop par l'apparence, en fait, dans notre société. Et donc, il va falloir donner des outils à nos filles et qui vont devenir ensuite les femmes qui vont se battre pour ce au quoi elles ont droit, parce qu'aujourd'hui on n'est toujours pas dans une égalité non plus, mais pas sur base de leur apparence uniquement, en fait, sur base de leur connaissance, leur ténacité, leur vision, leur capacité de leader. C'est un peu l'idée aussi, c'est de renforcer l'image corporelle, passe aussi par une idée de je renforce en fait la capacité de savoir que je suis plus qu'un corps. C'est ça. Je suis plus qu'un physique, je suis plus qu'une apparence, je suis plus qu'un poids. Et oui. Alors, je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, Florence, mais avant ça, je pense que beaucoup de parents se posent cette question, et moi je l'entends régulièrement, du rôle qu'ils ou elles peuvent avoir par rapport aux médias sociaux en particulier, aux médias d'une manière générale, mais aux médias sociaux, parce que nos adolescents et même les enfants commencent à être sur TikTok dès, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Ils sont dans ce bain d'images en permanence. Et du coup, les parents sont très démunis face à ça. Quelles limites mettre? Parce qu'il y a ce qu'on peut faire à la maison, le message qu'on peut transmettre. Bon, on a déjà du boulot, on l'a vu. Il y a déjà fort à faire. Mais OK, nos enfants, ils vont à l'extérieur après. Et en particulier dans ces médias sociaux. Comment tu peux aider les parents qui nous écoutent? Donc mes enfants aujourd'hui, ils ont presque 12 et 13 ans. Donc je suis en plein dedans. C'est ça. La première chose que je dirais aux parents, c'est quand même d'avoir une forme d'éducation aux médias. C'est-à-dire que depuis tout petit, on peut... tout petit, je dis peut-être pas à 3 ans, mais je veux dire... et peut-être la première étape, c'est d'être un peu moins sur nos propres téléphones aussi, avec nos petits, parce que c'est tentant et c'est très addictif. Mais en fait, nos enfants ont besoin de nous voir et de connecter à nous aussi. Si on est sans arrêt sur l'écran, c'est pas positif. Mais donc, d'avoir, dès le primaire, en tout cas, des discussions sur, regarde cette image-là, c'est pas une image réelle. Tu peux voir qu'il y a des choses qui sont pas totalement réelles. Et entamer cette discussion en disant, en fait, aujourd'hui, la plupart des images que tu vas consommer ou que tu vas voir dans le monde, ce sont des images qui sont retouchées, éditées, photoshopées, etc.
Parce qu'en plus, nos enfants, donc, outre le fait qu'ils sont, comme on appelle, natifs digitaux, hein, donc nous, on n'a pas cet avantage-là. On a encore connu un temps où il n'y avait pas, on a fait de la transition, etc. Mais eux, ils sont nés là-dedans. Donc, eux, évidemment, ils ont une facilité à se connecter au digital, mais ils vont ensuite être aussi confrontés dans les années futures à encore plus d'intelligence artificielle, de personnages qui ne sont pas vraiment réels, ont des comptes qui ressemblent totalement à des personnes vraiment humaines. Donc je pense qu'il faut les préparer à ça, et on peut le faire sans les effrayer en fait, par l'humour aussi, par le fait peut-être quand on regarde des choses ensemble et on se rend compte que ça a été fort retouché ou édité, c'est de poser des questions à l'enfant quand on regarde des choses et qu'on se dit tiens, tu remarques ça, ou qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois, etc., pour bien leur faire comprendre que ce qu'ils voient en image, ce n'est jamais la réalité telle qu'elle est. Je crois que potentiellement, il n'y a que moi qui se met sans filtre sur les médias sociaux, volontairement, mais aujourd'hui, ça n'arrive jamais, en fait. Les gens se modifient tous sans arrêt. Ma vision des médias sociaux, c'est que, et particulièrement TikTok, Snapchat, ce que mes enfants utilisent aujourd'hui. Mes enfants ils en ont rien à faire d'Instagram et de Facebook, hein, donc ça c'est déjà dépassé pour eux. L'âge recommandé de TikTok, c'est 15 ans. Ah oui. Et il faut être très très conscient que le contenu de TikTok est hyper sexualisé. Il y a du contenu très très violent qui se cache sur TikTok en mode des petites chansons rigolotes et des danses et des choses comme ça. Et donc moi, en tout cas, en lisant des choses, etc., mon choix a été d'attendre un maximum de temps avant de donner accès à mes enfants à ces plateformes. Et définitivement faire usage de Screen Time, en fait, de l'application d'Apple. Donc sur les iPhones, et je sais qu'Android a une application similaire, hein, il n'y a pas qu'Apple qui fait ça. Il y a un contrôle parental qu'on peut mettre en place où on donne un certain temps sur certaines applications et puis c'est tout. Et les enfants n'ont pas le choix d'aller télécharger les applications par eux-mêmes, ils doivent demander l'accord, il y a des mots de passe, etc. Donc ça, c'est quand même super, super important. Surtout que moi, je parle d'un pays où beaucoup d'informations est censurée par le gouvernement. En France, évidemment, le gros problème aussi, c'est le porno. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. Enfin, les enfants, je pense c'est l'âge de 7 ans maintenant, ils ont tous déjà plus ou moins vu à quoi ressemblait du porno, ce qui est quand même ultra problématique pour leur vie émotionnelle et sexuelle dans le futur. Mais oui. Donc moi, je sais que j'avais eu ces discussions avec mes enfants déjà, parce que j'avais dit, bon, moi, j'essaye de faire super attention, mais en fait, ils peuvent le voir ailleurs. Ils peuvent le voir sur un autre device, ils peuvent le voir chez un pote, ils peuvent... On ne sait pas. Et donc, on avait eu déjà ces discussions par rapport à ça c'est réaliste ou c'est pas réaliste ou c'est quoi le problème, etc. Mais donc, à ce stade, pour moi, en tout cas, mes enfants à 12 et 13 ans, ils n'ont pas accès à TikTok. Donc évidemment, on voit des TikTok sur YouTube aussi, hein, donc faut pas se leurrer. Mes enfants voient du contenu de TikTok. Mes enfants aiment faire les danses de TikTok, ils connaissent les challenges TikTok. On peut pas complètement les isoler. Donc ça, on est au courant que ça va se passer. Mais moi, je leur ai dit, je pense pas que vous êtes prêts à faire face à la déferlante d'images et de contenu. Je sais que vous allez pas être d'accord avec moi, parce que la réalité, c'est que il y a pas beaucoup de parents qui font ce choix dans notre vie actuelle, mais chaque parent fait ce qu'il veut. Mais j'ai dit, moi, je sais que vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je suis obligée de prendre cette décision parce que votre cerveau n'est pas en mesure de prendre cette décision pour lui-même à 11, à 12 ans, à 8 ans, même à 15 ans, quelque part. Hein. Le cortex préfrontal, qui a le discernement de ce qui est une bonne chose ou pas une bonne chose, il se développe à 25 ans. C'est ça, il y a encore de la marge. Loin du compte. Donc, entre-temps, c'est moi qui suis leur cortex préfrontal. C'est ça. Donc à ce stade, je suis très transparente. Mes enfants WhatsApp, parce que je trouve que c'est un moyen de communiquer avec les copains, etc., qui me pose moins de soucis. Et ils ont 30 minutes de Snapchat par jour, mais pas plus. Et après, donc moi j'ai une enfant par exemple qui aime beaucoup créer des vidéos. Elle a un logiciel pour créer des vidéos sur son téléphone, mais elle n'est pas raccordée à TikTok. Et je vise pas ça pour le moment. Je vois bien que déjà à 12 ans, c'est déjà compliqué. Elle est déjà assez
accro, je vais dire, avec ça. Oui. Donc, donc ma recommandation, c'est de pas aller trop vite, de pas se dire puisque tout le monde l'a, en fait je vais le faire aussi, de trouver ce qui fonctionne pour vos valeurs. Et si vous n'êtes pas prêt à laisser vos enfants, enfin, peut-être t'as déjà vu, ils avaient fait une campagne de pub comme ça avec un type, genre un mec de 50 ans qui venait sonner une porte et il avait un physique un petit peu malaisant et la petite fille ouvre la porte ou une petite jeune fille, peut-être 12 ans, 13 ans, et la maman dit « Ah, c'est vous? Ben oui, elle est là, voilà, vous pouvez partir ensemble. » Et en fait, la pub, c'était « Vous ne laisseriez pas votre enfant échanger avec des inconnus. Donc pourquoi vous le faites en ligne ?» Et on l'a vu, il y a beaucoup d'informations maintenant qui a circulé sur toutes ces applications pour que les jeunes se retrouvent, qui est en fait plein de prédateurs sexuels, etc. Donc faut faire super, super, méga attention. Et je pense que moi, je préfère être un petit peu en conflit avec mes enfants que de me retrouver dans une situation où ils sont vraiment à risque. Peut-être des risques comme ça qui sont terribles, de traumas terribles pour le restant de leur vie, mais même à risque simplement d'insatisfaction corporelle parce que ils sont sur une plateforme où on met en avant que le corps est le plus important. Oui, tout à fait. Et ce que je retiens, entre autres, c'est vraiment l'échange, le dialogue, la discussion dans cette prévention autour des images retouchées, etc., et de tous ces trucs faux finalement, de tous ces trucs irréalistes. Exact. Et si vous voyez que votre enfant consomme du contenu qui vous plaît pas forcément, essayez un maximum de pas aller vers le jugement directement, de potentiellement passer du temps avec eux à regarder certains contenus et à potentiellement en discuter avec une certaine touche d'humour, avec un peu de distance, mais là, tu vois, il y a des trucs qui tiennent pas la route, tout ça, c'est quand même un peu bizarre. Parce que si vous allez directement dire c'est nul, regarde pas ça, je vous laisse deviner la réponse. Ça va pas très bien fonctionner. C'est très difficile. Moi, j'avoue, je suis en plein dedans et c'est très compliqué. Et pour moi, mon objectif principal dans ces situations-là, c'est de maintenir la relation. C'est de pas déconnecter la relation, de pas se retrouver dans une situation où on peut plus se parler en fait. Mais je suis obligée de mettre des limites et c'est vrai que mes enfants trouvent que je suis trop stricte par rapport à la moyenne. Mais je suis trop au courant des dangers en fait et je pense que d'autres parents potentiellement n'en ont pas conscience donc c'est peut-être plus simple pour eux de lâcher prise là-dessus. Mais protégez vos enfants, mettez en place les contrôles parentaux. Il faut pas que ça devienne une obsession, mais vraiment la menace est très présente. On sait que Facebook, Instagram savent depuis très très longtemps que les jeunes filles qui sont sur la plateforme depuis toutes jeunes, elles souffrent de dépression, elles souffrent d'anxiété, elles souffrent d'insatisfaction corporelle. Ils n'ont rien changé. Ils s'en foutent parce que ce qu'ils veulent, c'est faire un maximum d'argent et pour ça, il faut que nos yeux soient connectés à leur plateforme. C'est nous qui faisons l'argent de Facebook. Au plus on regarde ces plateformes. Donc, faites attention. Je dirais, restez peut-être un peu plus conservateur que libéral de ce côté-là. Mais encore une fois, chacun décide pour ses enfants. Oui. On arrive à la fin, Florence, de cet épisode. C'est passé à toute vitesse, en tout cas pour moi. Je sais pas s'il y a une dernière chose, tu vois, où tu te dis, mince, ça, j'ai ce message-là que je voulais passer, et puis c'est pas encore venu. Peut-être revenir à cette idée de mettre au centre l'écoute plutôt que les directives. Je pense que nos enfants, à mesure qu'ils grandissent, ils vont venir avec des choses inconfortables chez nous. Ils vont venir en disant, je dis n'importe quoi, peut-être un enfant qui va venir, quelqu'un m'a fait une remarque sur mon physique et j'ai envie de changer, maman, je suis mal... parce que telle personne a dit que mes cheveux étaient moches ou ma peau était comme ça ou mon poids. On a vite tendance à dire mais non, mais tu es beau, tu es belle, mais enfin, ils sont jaloux, n'écoute pas, etc. Et en fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est surtout écouter, recevoir leurs paroles, valider. Oh, c'est douloureux d'entendre ça. Ça fait quelque chose quand même. Et après, de leur rappeler que la beauté est variée, est diverse. Elle existe dans toutes sortes de formes d'apparence. Et évidemment, ce que moi je trouve beau, potentiellement, mon fils va pas trouver beau et inversement. Et que c'est pas ça qui les définit en fin de compte. Ce qui les définit, c'est vraiment ce qui fait d'eux qui sont authentiques. Leurs compétences, leurs forces, leur connaissance, leur sens de l'humour, leur capacité à être résilient,
c'est ça qu'on veut mettre en avant en fait. Donc je dirais que pour moi ça c'est un point important et que je pense que c'est pas toujours inné. On a tendance à vouloir rassurer sur l'apparence ou à vouloir dire tu as des commentaires sur ton poids, mais on peut faire attention à ce que tu manges ou on peut faire un peu plus de sport. Et en fait, sans le vouloir, on a tendance à engager l'enfant en fait dans une notion de oui, il faut changer pour se conformer. C'est ça. Et ce que les parents ont besoin de dire, c'est tu es toujours parfait comme tu es dans notre famille. Et je suis prêt à recevoir ta parole, à te serrer dans mes bras quand tu en as besoin. Et rappelle-toi que ce qui fait de toi qui tu es, c'est toutes ces choses. Et ton apparence, en fait, c'est une toute petite partie de toi. Ben, je trouve que c'est une très belle fin pour notre épisode, Florence. Je suis ravie que ça te plaise. Là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé entendre ça, je pense, quand j'étais plus jeune. Et encore une fois, je blâme pas du tout mes parents qui ont pas du tout voulu me faire du mal. Pas du tout. Bien sûr. Mais je pense que oui, on n'est pas dans une culture forcément qui encourage ce genre de discours et on a besoin d'entendre ça. Toute la vie, on a besoin d'entendre ça. Mais définitivement, quand on est en croissance, c'est qu'on se développe. Merci beaucoup, Florence, d'être revenue dans la pleine conscience du pouvoir. Je reviens quand tu veux, Anne. C'est toujours un plaisir. Je te remercie d'avoir réfléchi à ce sujet qui, moi, me passionne définitivement. Et j'espère que je suis curieuse de savoir ce que tes auditeurs, auditrices vont en penser. Et puis, s'il y a des questions et tout ça, évidemment, je serais ravie d'y répondre. Peut-être si ça suscite... de l'intérêt. Oui, bien évidemment, nous mettrons tous les moyens pour te contacter dans la description de l'épisode. Et puis aussi peut-être le lien vers l'article qu'il y a sur ton site internet et qui résume ces points finalement que peuvent aborder les parents. Oui, sur mon site, il y a toute une partie qui s'appelle parentalité. Donc, il y a plus qu'un seul article de blog avec tout un tas de sujets. Il y en a un qui synthétise là les points un petit peu qu'on a passés en revue ensemble aujourd'hui. Mais il y a d'autres points sur la division de responsabilité, sur tout un tas de choses. Donc oui, je te donnerai ce lien-là parce que je pense qu'il peut être intéressant. Oui, mais complètement. Merci beaucoup. Merci à toi. À vous tous et toutes qui avez écouté cet épisode. Nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. En attendant, n'hésitez pas à encourager le podcast par vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos avis, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et un soutien financier est également possible via la page Tipeee du podcast La pleine conscience du pouvoir. Certaines et certains d'entre vous sont même abonnés. Et il n'y a pas de petite somme en fait, tous les abonnements sont les bienvenus. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà et merci à vous de l'envisager. À très bientôt pour un prochain épisode.